Le cas d'étude que je vais vous présenter aujourd'hui est issu donc des recherches que j'ai menées dans ma thèse sur le photomontage politique en France. Je vais m'intéresser donc aux almanachs révolutionnaires. Moi, j'ai travaillé surtout sur les almanachs publiés par le Parti communiste. Et donc, on pourrait les aborder de beaucoup de façons différentes, hein, ces almanachs, mais je vais aujourd'hui me concentrer sur vraiment l'aspect graphique, donc l'aspect typographique et la place des illustrations. Donc, le format de l'almanach, un calendrier qui se présente sous la forme d'un petit livre, généralement illustré, représente le type même de l'imprimé populaire. Du moins, c'est ainsi qu'il a été appréhendé par les historiens de l'imagerie, au premier rang desquels John Grant-Carteret, qui consacre donc une synthèse à cette production en 1896. Alors, en outre, c'est aussi un format qui se prête particulièrement bien à un usage propagandiste, qu'il s'agisse de contenus religieux ou de doctrines politiques. À partir de la fin du XIXe siècle, différentes franges du mouvement ouvrier s'approprient ce format pour en faire un outil de diffusion des idées révolutionnaires. L'almanach du Père Pénard, publié de 1894 à 1899, publié par la célèbre revue anarchiste éponyme, en constitue l'un des exemples les plus fameux, notamment pour la virulence de ses illustrations, que vous pouvez constater ici. On peut également mentionner l'almanach de la Révolution, publié par Paul Delessal avec le concours donc, de la revue Les Temps Nouveaux, une autre revue anarchiste des années 1900, et auquel collaborent des artistes de renom comme Maximilien Luce. Dans ces différentes publications, parmi lesquelles on peut également mentionner l'almanach du Libertaire, moins connu. Un soin tout particulier est apporté donc aux illustrations fondées sur l'emploi de la lithographie et qui présente un style graphique fluide, assez typique du dessin de presse qui s'épanouit autour des années 1900 dans une revue comme L'Assiette au beurre. Alors, dans l'entre-deux-guerres, le Parti communiste va poursuivre cette tradition en publiant à partir de 1925 l'Almanach ouvrier et paysan. Donc, c'est surtout sur cette publication que je vais insister par la suite. Donc, c'est une publication qui est aujourd'hui peu connue et peu étudiée dans une perspective d'histoire visuelle, mais elle constitue pourtant l'un des principaux vecteurs de l'agit-prop communiste dans l'entre-deux-guerres. Objet éditorial hybride entre périodique et livre à part entière, l'almanach pâtit d'un certain manque de visibilité dans les recherches consacrées au communisme en France. En effet, malgré les travaux récents sur la presse et sur les maisons d'édition du Parti communiste, l'almanach y est rarement mentionné. Parfois renvoyé au statut mineur de publication populaire, il n'a jamais été analysé du point de vue de ses choix graphiques, des techniques d'illustration ou encore en rapport avec les débats contemporains sur la question de l'art prolétarien. Ce constat s'explique en partie par le fait que l'almanach n'est pas une publication à dominante artistique. Initialement, il s'agit avant tout d'un ouvrage à vocation utilitaire, destiné à fournir des informations pratiques sur la vie de tous les jours, dans la continuité d'une longue tradition de l'édition populaire. De ce point de vue, les almanachs du Parti communiste français s'inscrivent bel et bien dans une tradition déjà mobilisée par les courants républicains et socialistes depuis la Révolution française, et notamment donc par les anarchistes autour de 1900, comme je vous l'ai montré juste avant. Alors, la seule étude à ce jour qui a été consacrée spécifiquement à ces almanachs communistes de Marie-Claire Lavabre tend à situer ceci dans une tradition républicaine dont le PCF se voudrait porteur. Mais à mon avis, pour saisir la spécificité de cet objet, il faut aussi inscrire celui-ci dans une histoire de la culture visuelle de l'extrême gauche qui se développe dans l'entre-deux-guerres et donc en prêtant attention à la fois aux formes graphiques mobilisées et aux débats artistiques contemporains. Puisqu'en effet, ce qui frappe
à l'examen de cet almanach ouvrier et paysan, ce n'est pas tant la réinterprétation d'une certaine tradition que l'irruption dans une forme ancienne d'une imagerie moderne, voire moderniste, très proche de ce qu'on peut trouver dans la presse magazine à la même époque, et tirant parti de procédés cultivés au même moment par les avant-gardes, notamment donc, le photomontage. Donc, si l'almanach peut, à certains égards, être considéré comme une publication marginale par rapport à des revues qui vont thématiser la relation art et politique à ce moment-là, je pense notamment à Monde, Commune, le surréalisme au service de la Révolution, etc., c'est une publication qui a connu, à l'inverse, une diffusion populaire tout à fait considérable. Je vous donne quelques chiffres. Par exemple, en 1937, l'Humanité se félicitait d'avoir réussi à vendre plus de 200 000 exemplaires en seulement 3 semaines. Et le tirage global de l'almanach ouvrier et paysan au cours des années 30 est passé d'environ 25 000 exemplaires en 1928, donc sur toute l'année, à 350 000 exemplaires vendus sur l'année 1938. Donc sans doute est-il nécessaire pour analyser le rôle de l'imagerie dans la formation des identités politiques de se défaire de certaines hiérarchies et de préconceptions esthétiques issues de l'histoire de l'art, puisque les illustrations de l'almanach ouvrier et paysan participent plutôt de ce qu'on pourrait appeler une stratégie de l'image critique, opérant par montage et par requalification des photographies documentaires. De plus, l'examen des réseaux de personnes qui contribuent à la fabrication de cette publication révèle une volonté de collaboration entre professionnels de l'image et militants politiques, poursuivant l'idéal d'une culture prolétarienne coproduite par les militants eux-mêmes. Le photomontage constitue en quelque sorte le paradigme de cet idéal collectiviste, dans la mesure où les illustrations, le plus souvent anonymes, se présentent elles-mêmes comme l'assemblage d'éléments séparés, donc irréductibles à l'identification d'un auteur unique, en fait. Alors, la toute première version de ce qui deviendra l'almanach ouvrier et paysan est parue en 1900, fin 1919, donc pour l'année 1920, sous le titre Almanach de l'Humanité. C'est un almanach qui a été conçu donc avant le congrès de Tours en 1920, qui va instaurer la scission entre SFIO et Parti communiste. Et c'est un almanach qui se situe, lui, très clairement dans la filiation de ces almanachs républicains du 19e siècle, tant du point de vue, y compris du point de vue graphique et typographique, puisque l'ouvrage est majoritairement composé en auréole, donc c'est ce caractère art nouveau qui a été créé en 1901. Les illustrations y sont encore plutôt rares, sans doute par manque de moyens, et ne déploient pas la charge critique que l'on trouvera à l'impulsion de la troisième internationale, donc du Comintern. Se prévient des critiques de ceux qui, parmi les communistes, verraient d'un mauvais œil l'usage d'une forme de littérature qui est historiquement liée à la réaction. Donc, je vous lis les remarques donc, de Marcel Cachin. Il n'est pas un seul d'entre nous qui n'ait le souvenir du vieil almanach de nos pères, de la mince brochure accrochée au mur, qui contenait avec le compute ecclésiastique la date des fêtes des saints, celle des solstices et des équinoxes, celle des fêtes de l'Église, le tout assaisonné de quelques aphorismes religieux et réactionnaires à souhait, placés là pour l'édification et l'abrutissement des lecteurs. L'almanach, qui fut ainsi le véhicule des idées de conservation, les révolutionnaires ont le devoir de s'en saisir, de le faire servir à leur but d'émancipation humaine,
qu'il se garde donc bien de négliger cet ancien moyen de propagande. En réalité, donc, l'almanach ouvrier et paysan, ce projet de publication n'émanait pas directement du Parti communiste, mais comme je l'ai dit, de l'Internationale communiste, en fait, du Comintern. Et c'est ce que montre la comparaison avec son équivalent allemand, l'Arbeiterkalender, qui paraît donc chez Karl Heum à Berlin et Hambourg à partir de 1923. Donc, cette maison d'édition était en fait une création du Comintern, hein, donc de la Troisième Internationale. Donc, je l'ai dit, il paraît à partir de 1923, suite à une décision du Comintern qui avait créé une commission chargée d'encourager la publication d'almanachs ouvriers, dont la mise en œuvre devait revenir aux différents partis nationaux. Et donc, pour une étude d'ailleurs de cet almanach ouvrier allemand, je vous renvoie à la très bonne étude de Wolfgang Hesse qui est parue dans la revue Transborder, le numéro 4. Contrairement à l'almanach ouvrier et paysan, l'Arbeiterkalender est un calendrier mural, ce qu'on appelle un Wandkalender en allemand. Donc en fait, c'est un peu un élément, on pourrait dire, de décoration ordinaire. En tout cas, c'est comme ça que l'envisage Wolfgang Hesse, c'est-à-dire qu'on l'accroche au mur et puis on peut tourner, voire arracher les pages jour après jour. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que les commissaires d'une très bonne exposition sur la culture visuelle en URSS, donc cette exposition qui s'appelait Revolution Everyday, ont repris ce format pour le catalogue de l'exposition, avec une page qui correspond à chaque jour de l'année. Donc, outre cette différence de format, il y a aussi beaucoup de similitudes en fait, entre l'almanach allemand et son équivalent français, puisqu'on observe que certaines photographies vont être publiées simultanément en fait, dans les deux almanachs. Par exemple, vous voyez ici en 1932, la première page de l'almanach ouvrier et paysan représente un ouvrier photographié en contre-plongée dans le style de la nouvelle vision qui se développe à ce moment-là, donc à la fois en Allemagne et en URSS. Et cette même photographie a été utilisée dans le calendrier allemand, cette fois-ci dans un photomontage où l'ouvrier est placé sur un immense volume du Capital de Karl Marx, désigné comme le fondement de la construction socialiste. Donc cette idée de la construction socialiste qui est aussi symbolisée par ces architectures industrielles à l'arrière-plan. Un autre exemple de ces circulations d'images entre France et Allemagne, c'est cette photographie donc, du barrage de la Dniepostroï en URSS qui, vous le voyez, est utilisée également dans les deux calendriers la même année, avec une composition assez différente, puisque vous voyez que le calendrier allemand comprend vraiment chaque jour de la semaine, enfin le calendrier se superpose à l'image, le déroulé des jours se superpose à l'image, tandis que dans le calendrier français, on a plus une image autonome associée au slogan, donc à la fameuse citation de Lénine sur l'électrification du pays. Alors, je vais m'intéresser maintenant un peu à l'aspect, au rôle des illustrations et aux graphistes qui ont pu collaborer à ces différentes publications. Ce qui est assez intéressant, c'est en tout cas de faire l'hypothèse que ce format de l'almanach ouvrier a permis la collaboration des militants à la coproduction de cette culture visuelle. Et c'est ce qu'on pouvait voir, par exemple, dans le domaine de la photographie, puisqu'à ce moment-là, il y avait tout un réseau de photographes ouvriers, d'associations de photographes ouvriers qui avaient pour but de fournir des images à la presse communiste. Donc, mon hypothèse, si vous voulez, c'est que de la même façon que les photographes vont coproduire l'information visuelle, on a en quelque sorte des graphistes militants qui vont s'improviser graphistes en quelque sorte et collaborer à ces almanachs. Et donc, ça, c'est ce qu'on voit, par exemple, selon moi, hein, on peut voir l'illustration dans cette double page qui dénonce les mensonges de la presse bourgeoise en les opposant donc à
au réseau de la presse communiste. Donc c'est une composition qui est parue dans l'almanach de 1926 et qui prend l'allure d'un démontage, si on peut dire, des grands quotidiens français, dont les titres sont donc découpés et puis assemblés dans une composition chaotique qui évoque un petit peu les expérimentations des avant-gardes contemporaines. Sur la page de droite, par opposition, on a les titres des principales revues communistes qui s'organisent dans un schéma rayonnant constitué de slogans qui émanent de cette étoile à 5 branches qui symbolise l'union des travailleurs. Et donc la facture particulière de ce montage laisse supposer que les illustrations de l'almanach n'étaient pas toujours réalisées par des artistes de formation et que bien souvent les militants ont pu contribuer en amateurs à la production de cet objet éditorial. On pourrait faire à peu près la même remarque pour les premiers photomontages qui paraissent dans l'almanach ouvrier et paysan, ce que vous voyez ici, où vous voyez que clairement on a une inspiration du photomontage constructiviste tel qu'il se développe en URSS à ce moment-là, mais avec sans retrouver la même rigueur, je dirais, en termes de composition, voilà, ni la même qualité d'impression. Si donc l'almanach, ah oui, petite remarque aussi qui irait dans le même sens, c'est qu'on a beaucoup dans l'almanach de concours qui vont inciter les lecteurs à se faire eux-mêmes photomonteurs en quelque sorte. Par exemple, sur la page de droite, c'est un concours où voilà, le lecteur doit venir découper pour reconstituer le portrait de sportifs célèbres à ce moment-là. Ou alors, on a d'autres concours qui invitent les lecteurs à trouver une légende adaptée à une photographie publiée dans l'almanach. Donc, hypothèse d'un espace de participation pour les militants à la coproduction d'une imagerie politique, mais en même temps, on constate aussi la collaboration régulière d'illustrateurs de renom dès 1925, puisque l'almanach bolchevique de 1925 a une couverture donc, qui est due à Jules Grandjouan. Jules Grandjouan, dessinateur d'abord anarchiste, anarcho-syndicaliste, puis communiste, qui a notamment contribué à l'assiette au beurre au début du XXe siècle. On va retrouver aussi toute une tradition de l'iconographie politique qui va être mobilisée, en particulier l'œuvre de Daumier. On va voir également la participation de toute une internationale des dessinateurs communistes à ce moment-là, des gens comme Peter Alma, connu pour sa contribution ensuite à la statistique en images de Neurath, ou Franz Masrel, qu'on considère parfois comme un des précurseurs du roman graphique. Alors ensuite, c'est la photographie qui va prendre de plus en plus de place dans cet almanach ouvrier et paysan, souvent sous la forme de compositions comme celle-ci, où vous voyez que des photographies d'actualité plus ou moins récentes, vont se trouver mises en regard du calendrier de l'année, donc un calendrier de l'année qui est lui-même ponctué des événements politiques considérés comme majeurs pour le mouvement ouvrier. D'autres compositions comme celle-ci, où on va plutôt jouer sur ce qu'on pourrait appeler des montages d'opposition binaires, qui opposent par exemple, vous le voyez, la vie bourgeoise à la vie prolétarienne dans cette composition à gauche, ou encore deux attitudes de la police qui, dans un cas, va gentiment escorter les manifestations bourgeoises, comme l'appelle donc l'almanach, et puis disperser violemment les manifestations ouvrières. Simplement, voilà, pour faire le lien aussi entre culture visuelle anarchiste et communiste, ce schéma d'opposition binaire, on le trouve déjà en fait dans le Père Pénard à la fin du XIXe siècle. À partir de 1932, l'almanach va intégrer des pages composées selon une technique d'impression différente, donc en héliogravure, ce qui va permettre d'obtenir des compositions phototypographiques beaucoup plus élaborées, en pleine page, avec des effets de superposition entre le texte et l'image qui étaient auparavant impossibles avec la simili-gravure. Donc
cette amélioration technique des techniques d'impression suggère que des moyens supplémentaires ont été attribués à la fabrication de l'almanach pour toucher un public plus large. Par exemple, une publicité dans l'Humanité précise que l'almanach de 1932 comprend 32 pages de photomontage hors texte en héliogravure qui feront l'admiration des plus sceptiques et des plus grincheux. Donc là, c'est intéressant en plus parce qu'on voit une utilisation du terme photomontage qui était encore en fait assez rare à cette époque et qui est utilisé un peu comme un argument de vente ou comme un gage de modernité. L'autre nouveauté de cette édition de 1932, c'est que désormais les auteurs des montages vont être crédités. Donc on peut en identifier deux. Georges Annenkov, un peintre donc d'origine russe, et Simone Kaby-Dumas. Et c'est sur elle que je vais un petit peu plus insister maintenant. Donc Simone Kaby-Dumas, c'était une militante communiste qui était une collaboratrice d'Henri Barbusse. Elle s'est rendue à Moscou en 1927 pour accompagner Barbusse, et c'est intéressant puisque ça peut nous laisser supposer qu'elle avait une certaine connaissance des avant-gardes soviétiques. Par ailleurs, elle était mariée à Robert Kaby, qui était lui très très proche du milieu surréaliste. C'est lui notamment qui avait composé la musique de projection de photographies surréalistes qui avait été diffusée au Studio 28, hein, ce cinéma d'avant-garde parisien. Donc des projections d'images fixes accompagnées de musique. Autre exemple donc, de la production de Simone Kaby-Dumas. Vous voyez ici un photomontage consacré à l'exposition coloniale de 1931, ce qui nous irait aussi dans le même sens d'une proximité avec le groupe surréaliste, puisque vous savez peut-être que les surréalistes avaient organisé une contre-exposition intitulée « La vérité sur les colonies », qui se voulait comme le contrepoint anticolonialiste de cette grande manifestation de 1931. Donc ici, Kaby-Dumas réutilise une photographie précédemment parue dans Vue, hein, dans le magazine Vue, en y superposant les violences subies par les peuples colonisés d'Afrique et d'Asie. Donc en plaçant la dure réalité de cette politique coloniale masquée par les fastes de l'exposition. Ce photomontage poursuit les mêmes objectifs que cette contre-exposition surréaliste. Autre exemple d'un montage de Kaby-Dumas dans l'almanach de 1932 qui exploite pleinement ici les possibilités de la composition en héliogravure, donc avec des compositions assez complexes, cumulatives, assez éloignées en fait hein, de l'épure moderniste prônée par les partisans de la typophoto à la même époque, hein, qui prenaient plutôt une organisation assez rigoureuse sur la base d'une grille orthogonale. Chez Kaby-Dumas, les photographies conservent leur cadre rectangulaire, mais elles sont volontiers déformées, placées de biais, etc. Donc dans ce photomontage intitulé Anarchie capitaliste, les enseignes des grands magasins sont accumulées sans ordre et surmontées d'un titre au lettrage dessiné à la main. Donc l'illustratrice emploie en quelque sorte les moyens du graphisme lui-même pour critiquer le graphisme publicitaire qui au même moment faisait l'objet d'une fascination certaine de la part des artistes d'avant-garde et des critiques d'art. À partir de 1935, l'almanach va être réalisé en collaboration avec les équipes du magazine Regard, qui était un magazine illustré de photographie communiste. Et donc, la collaboration des équipes de Regard va notamment concerner la réalisation des couvertures et des pages imprimées en héliogravure. Et donc, on constate une place croissante de la photographie, vous voyez, sur les couvertures, de plus en plus soignées, disons modernes aussi dans leur arrangement. Et elles vont également être signées par leurs auteurs à partir de cette date. On sait par exemple que la couverture de l'almanach de 1937, j'ai oublié de vous les montrer parce que j'en ai quelques-uns avec moi, juste pour vous montrer un petit peu le format de ces livres. Donc l'almanach de 1900, la couverture de l'almanach 1937 a été conçu par un graphiste du nom de Robert Contabry,
qui travaillait justement pour le magazine Regard. Il s'occupait notamment de la mise en page et de la réalisation des couvertures. Lisible au premier regard, cette couverture est organisée autour du portrait d'un jeune homme beau et souriant, dont le visage est entouré par un agencement dynamique de lettrages, de tailles et de polices diverses. Le mot almanach, composé de lettres de type mécane, est inscrit à la verticale et se superpose à l'encre bleu ciel qui recouvre la partie droite de la photographie. L'ensemble se divise en deux verticalement en jouant sur une opposition de valeurs qui suggère un effet de positif-négatif. Là, je parle bien de la partie droite du crâne de l'homme. Voilà, donc qui crée un effet assez proche de la solarisation en photographie. Donc, comme en témoignent ces affiches réalisées pour le Musée de l'Homme en 1938, Pontabry avait pleinement intégré les principes de la typophoto tels que promus par les avant-gardes constructivistes, puisque ce graphiste gravitait dans les cercles du graphisme moderniste parisien autour de la revue Arrêt Métier Graphique, notamment, par le biais de son ami, le photomonteur Pierre Boucher. Est-ce qu'il me reste un peu de temps, dites-moi, parce que sinon je... Il reste quelques minutes, en fait. D'accord. J'ai Si... presque... Non, en fait, j'ai presque fini. Écoute, c'est parfait. Merci. Voilà, c'est juste pour peut-être introduire une nuance sur ce que j'étais en train de dire sur la question de la modernité et de l'influence de la nouvelle typographie, puisqu'il me semble qu'en France, la rigueur rectiligne de cette nouvelle typographie a tendance à s'atténuer pour privilégier un style qu'on pourrait qualifier de biomorphique, une sorte d'imaginaire organique qu'on oppose parfois à la froideur mécanique du constructivisme. C'est ce qui pourrait permettre de qualifier le graphisme français de ces années-là. Et de ce point de vue-là, on peut aussi émettre l'hypothèse d'une influence du surréalisme, puisque Robert Pontabry avait également des liens avec les surréalistes, en particulier avec le groupe autour de Georges Bataille, donc les dissidents du surréalisme, avec lesquels il a signé quelques tracts. Une autre figure de graphiste important qui collabore à l'Almanach, c'est Jean Carlu, qui réalise la couverture de l'édition de 1939, qui, vous voyez, va mobiliser toute une symbolique nationale, le drapeau tricolore, la Marianne, la cocarde, qui vient se substituer ici à l'iconographie communiste d'inspiration soviétique, bolchevique. Pourtant, Carlu n'était pas communiste. Hein. Il n'a jamais, par ailleurs, contribué à des publications communistes. Donc, sa participation ici pourrait s'expliquer par une volonté peut-être de normaliser l'image du PCF en cette fin des années 30, de façon à toucher peut-être un plus large public. Donc, juste pour terminer, pour vous dire ce qu'est devenu cette publication par la suite, après une interruption donc pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Almanach ouvrier et paysan va reparaître en 1946 et sa publication va se poursuivre jusqu'en 1997 pour se réorienter vers le jeune public. Mais dans l'entre-deux-guerres, l'Almanach s'était situé au premier rang des moyens d'agit-prop mis en œuvre par le Parti communiste français. Cultivant dans un premier temps une culture de l'image critique marquée par la virulence de l'opposition de classe, l'Almanach évolue progressivement vers une imagerie de propagande sans doute plus conventionnelle, mais ayant néanmoins parfaitement intégré les techniques de communication moderne. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long.